Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là pour ma soutenance. Donc on va commencer par un retour sur mon parcours, ensuite on va revenir à mon mémoire qui est aussi sur la table ici. Comment ça m'a amené à ma question de designer. On va rentrer dans le vif du sujet, arriver à mon projet et qui sera illustré par un scénario d'usage et on conclura. Donc après un bac scientifique, j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle, 2 ans, et puis c'était pas exactement ce que je voulais faire, donc je suis allé à Strat en première année avec l'idée que je voulais devenir designer automobile. Donc je suis allé en mobilité en 3e année pour finalement passer en design d'interaction, où j'ai trouvé des projets beaucoup plus portés sur le sens, plus prospectifs et sur une plus grande variété de sujets. À côté, j'ai l'été dernier, pour mes expériences professionnelles récentes, fait une mission freelance avec Orano sur la revitalisation de friches industrielles polluées. Pendant la 5e année, j'ai fait un projet partenaire avec l'Institut du cerveau au sein du service de psychiatrie adulte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et la semaine prochaine, je débute un stage à L'Oréal. Donc pour revenir à mon mémoire, je m'étais intéressé en fait aux plateformes de rencontres avec initialement l'observation que les populations LGBT s'étaient vraiment emparées de cet outil très tôt. Ils avaient été un peu pionniers et que les couples homosexuels étaient formés à 80% en ligne aujourd'hui et que les couples hétérosexuels s'y intéressaient vraiment cette part était croissante. Donc c'est un chiffre américain, en France c'est peut-être plus bas, plus de l'ordre de 20%. Et il y avait aussi une culture, j'observais, déjà il y avait cette banalisation, il y avait aussi un vocabulaire associé qui émergeait, beaucoup de mots anglophones comme ghosting, comme friends with benefits, LTR, long-term relationship, breadcrumbing, des choses comme ça. Donc l'objet de mémoire, il a aussi été de démontrer cette culture. Je me suis appuyé sur différentes ressources. Un livre de Marie Bergström qui, elle, décrit très bien les mécanismes sociaux qui opèrent sur les plateformes de rencontres, comme le désencastrement des rencontres des autres cercles de sociabilité, et du coup la privatisation de la rencontre. Eva Illouz, elle décrit une transformation des relations amoureuses et sexuelles aujourd'hui négative. Elle y voit de la marchandisation et pour elle les plateformes de rencontre c'est vraiment l'exacerbation de ce mouvement. Et Christophe Giraud, lui, il parle d'amour réaliste, donc il considère qu'aujourd'hui comme dans la période de jeunesse sexuelle on multiplie les expériences amoureuses et sexuelles, notamment les jeunes femmes développe en fait un amour réaliste, donc un amour plus pragmatique et rentre dans la conjugalité. Et donc j'ai pu discuter avec Christophe Giraud, puisque moi je voulais lui demander un peu l'impact des plateformes de rencontres dans ce mouvement. Et il n'était pas vraiment d'accord pour dire que les plateformes avaient un impact particulier. Pour lui, c'était réducteur. J'ai aussi discuté avec Trevor Pinch, qui est un sociologue américain à l'université de Cornell, et qui, lui, n'avait pas étudié en particulier ce sujet des plateformes, mais on a pu engager une discussion et c'était très intéressant. Donc des points saillants par rapport aux plateformes, c'est qui sont sortis, c'est que elles avantagent vraiment les avantagés de la vie, comme elles exacerbent la beauté, le statut social. L'intérêt économique des plateformes, il se concilie mal avec la promesse qu'ils font aux utilisateurs. En fait, ce n'est pas dans l'intérêt des plateformes de vous trouver l'âme sœur en 10 minutes. Non, ils veulent vous rendre addict, vous garder 6 mois et vous faire payer. Il y a des utilisateurs qui se sentent transformés par cette expérience. Donc ils étaient venus pour quelque chose, ils font autre chose ou alors ils constatent qu'ils font peut-être du zapping relationnel, donc ils font moins d'efforts pour connaître la personne et ils passent à la suite. Et je notais aussi qu'il y avait, c'était
un questionnement, mais est-ce qu'il y avait une compartimentation croissante des vies amicales, amoureuses, professionnelles, c'est-à-dire ça va notamment avec cette idée de désencastrement de la rencontre, c'est est-ce que, par exemple avec le mouvement MeToo, on peut peut-être plus draguer au travail, entre parenthèses, c'est résumé, désolé, mais voilà, cette compartimentation qui est un questionnement qui est beaucoup plus complexe bien sûr comme sujet. Et donc ça m'a amené à cette question de designer, comment en tant que designer puis-je venir en aide aux utilisateurs écorchés par les plateformes de rencontres. Donc en fait, je m'intéressais donc à ces désavantagés de la vie, des gens mais pas seulement, enfin des gens qui ont eu juste des mauvaises expériences, qui étaient venus en quête d'humanité et qui sont déçus, qui se font un peu cabosser mal. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, j'ai d'abord lancé une grande enquête quantitative, qui était aussi une ruse pour obtenir beaucoup de contacts pour faire des interviews par la suite. Et donc, j'ai aussi voulu vraiment aller à la rencontre de ces utilisateurs parce que finalement, c'est véritablement eux les experts des plateformes de rencontres. Et donc, un des constats qui a été fait, c'est que la satisfaction des hommes hétérosexuels était vraiment la plus basse parmi toutes les sexes et les orientations sexuelles, beaucoup plus basse que les femmes hétérosexuelles qui sont pourtant a priori le partenaire symétrique. Et quand je demandais le nombre de rencontres en absolu qu'ils avaient fait, vraiment les hommes hétérosexuels étaient à 1,9 contre 6,5 pour les femmes hétérosexuelles. J'avais aussi demandé à ces personnes s'ils avaient déjà souffert mentalement, émotionnellement ou eu un sentiment de malaise suite à une mauvaise expérience de rencontre en ligne. Et là, les femmes hétérosexuelles étaient 1 sur 2 à dire que oui au moins une fois ou plusieurs fois, ou 82% pour les hommes homosexuels. Et donc, j'ai aussi mené des interviews, plus d'une vingtaine, une quinzaine d'heures, et ça m'a fait soulever, ils ont soulevé énormément de choses, bien sûr, des choses qui étaient soulevées théoriquement dans mon mémoire, mais du coup que j'ai pu retrouver dans les interviews, donc les effets néfastes des plateformes actuelles, le zapping relationnel, l'addiction, la perte de sens, le conditionnement, c'est-à-dire qu'ils étaient venus pour quelque chose et qu'ils sont sur autre chose finalement, de la malveillance, donc avec de l'agressivité, des propos discriminatoires, grossophobes, l'expérience de parler à un faux profil qui peut être très décevante, du chantage. J'ai ce que j'ai appelé inégalité naturelle, mais c'est que notamment les hommes hétérosexuels ont cette perception sur les plateformes que en fait ils sont vraiment très en compétition, que les femmes ont beaucoup plus le choix et qu'elles sont plus exigeantes. Donc il y a cette asymétrie de l'offre et comme les critères, la beauté, le statut social sont exacerbés, le niveau d'écrit, tout ça, il peut y avoir peut-être des critères superficiels. Ensuite, il y a l'expérience du rejet qui est largement ressentie, mais peut-être davantage encore pour les hommes hétérosexuels et puis certains utilisateurs qui vont faire l'objet d'un rejet répété. Il y a l'expérience du ghosting quand l'interlocuteur disparaît, donc qui est une grande source de déception et frustration. Et ensuite, il y a les rencontres ratées. Donc, un des effets des plateformes, c'est qu'elles accélèrent la rencontre et donc elles deviennent rapidement sexuelles. Et donc, il y a des déceptions de ce côté-là. Donc, les écorchés, voilà, c'est juste certains écorchés, mais ils peuvent être finalement rebouclés dans cette phase de recherche. En fait, un utilisateur marginalisé. Voilà, qui serait peut-être un écorché grave puisqu'il serait addict et en même temps il ne trouve pas d'interlocuteur, il ne fait pas de rencontres. Et d'autres personnes écorchés légers, voilà, qui feraient des discussions, des rencontres, mais des fois ça n'aboutit pas. Au bout de 1 ou 2 rendez-vous, il y a une sorte d'abandon. Et il y a des interviews qui m'ont particulièrement marqué. Par exemple, Georges, enfin j'ai modifié les prénoms bien sûr, qui avait 29 ans, qui était hétérosexuel, et qui m'a en fait expliqué qu'il était vraiment passé par tous les états de colère, de frustration, parce que ouais, ça ne marchait pas très bien pour lui. Il m'a dit du coup il avait compris qu'il n'était pas attractif,
Il avait fait même des faux profils pour tester avec une apparence de quelqu'un d'autre, etc. Et il était aussi, je pense, addict, puisqu'il pouvait vraiment y passer 3 heures par jour. Donc 1 heure le matin à envoyer des messages, 2 heures le soir à faire le suivi des conversations, et il réfléchissait énormément à ce qu'il voulait dire. Florian, qui est homosexuel, lui, il a fait des belles rencontres, mais il s'est aussi fait usurper son identité, et il a aussi fait multiplier des rencontres sexuelles, et ce qui le rendait un peu malade, donc il a souvent supprimé les applications. Nadège, elle, qui a utilisé les applications assez jeune et qui a fait des rencontres parfois éphémères, qui sont devenues rapidement sexuelles et qui l'ont déçue. Et donc, une des réponses sur lesquelles au début je me suis orienté, c'était en fait proposer un sorte d'accompagnement sur une voie d'aide psychologique ou un sorte de coaching, donc quelque chose en dehors des plateformes. Et bien sûr que les plateformes ne proposent pas du tout dans les sections aide, etc. Ils n'ont pas de choses comme ça. Et ensuite, j'ai senti qu'il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau du développement personnel, de l'optimisation en fait, ou alors de l'optimisation de l'utilisation des utilisateurs, ou de la diversification des moyens de rencontre. Et donc en fait, ici c'était donc un design sprint, voilà. Et ensuite, ce que j'ai souvent fait, en fait, c'est j'essaie de prototyper très rapidement des concepts et de les montrer à des utilisateurs. Donc à chaque fois 5-6 utilisateurs, et j'ai multiplié ça et je leur montrais 3-4 concepts. Donc un des concepts, c'était optimise ton dating, et en fait ça aurait été une sorte d'outil Wikipédia, mais avec des fonctionnalités peut-être intelligentes où on peut obtenir l'avis de la communauté ou des conseils. Et les post-it rouges, donc c'est les retours négatifs, donc ils étaient beaucoup plus nombreux que les positifs, donc c'était pas valorisant, et en fait voilà, je poussais encore les utilisateurs dans la rationalisation, en fait, à se conformer aux usages des plateformes. Défi coaching, c'était l'idée que l'utilisateur avait besoin de faire un travail sur soi, donc par rapport à une vision de qui il veut devenir, il aurait des défis adapté. Mais un des retours que j'ai eu, c'est que finalement ça partait voilà, du postulat que l'écorché en fait était le problème, et donc que lui devait travailler sur soi. Donc je tombais un peu aussi dans mon cliché. Et donc ça m'a fait sentir que en fait, les écorchés, c'était pas forcément le problème, mais les plateformes étaient vraiment le problème, et donc que je voulais aller à contre-courant de ce qu'ils proposent, donc à contre-courant de la rationalisation de la rencontre, de l'exacerbation des critères superficiels, de l'explicitation des intentions, de l'addiction, du côté déshumanisant, du fait qu'elles entretiennent une peur de l'inconnu, et je pense qu'elles en fait, gardent les utilisateurs dans leur zone de confort, enfin confort entre parenthèses. Et donc le cahier des charges pour mon service, c'est qu'il fallait qu'il soit profondément humain, ludique, qui pousse à une diversification des moyens de rencontre, qui pousse à sortir de sa zone de confort, à sortir de chez soi. Et donc maintenant je vais venir à LifeCheck, ma proposition, qui est un service qui vise à redonner corps à la rencontre en valorisant le réel. Et donc il prend la forme d'une application qui a 2 fonctionnalités principales qui sont défi rencontre, où on va faire des rencontres avec des inconnus dans l'espace public par des défis, et Flash Time qui est où l'activité devient le prétexte pour la rencontre. Donc derrière défi rencontre, en fait, le parti pris, c'est que pousser des utilisateurs à faire ces micro-interactions sociales avec des inconnus, ça va lui réapprendre à aller vers l'autre dans le contexte réel. Et Flash Time, on va rencontrer dans un contexte amical, ce qui permet de construire plus sereinement ces liens plus lentement et dans le respect de l'autre. Donc le défi rencontre, l'application prend cette forme. Donc on a des défis qui proposent une interaction bienveillante. Ici c'est dans les transports en commun, demande à ton voisin quel parc existe le long de la ligne. Et ensuite on va swiper avec le geste
qui est donc repris de Tinder et beaucoup d'autres plateformes. Donc un geste connu de tous qui permet... mais voilà, ici on va swiper une interaction et non une personne. Et il y aura, on va gagner de l'XP selon la difficulté du défi. Ensuite, on enregistre 7 défis rencontres parce que l'idée, c'est pas non plus que l'utilisateur swipe des défis toute la journée. Et on a aussi la possibilité d'orienter ces défis rencontres par rapport à nos envies. Et les utilisateurs peuvent proposer finalement des interactions à d'autres utilisateurs, à la communauté, mais bien sûr, il faudra qu'ils soient modérés pour pas que ce soit des interactions agressives ou malvenues. Donc l'idée derrière cette proposition, c'est de pousser à la spontanéité, ou une forme de spontanéité en tout cas, avoir une démarche humaine d'ouverture, d'apprentissage. Et ensuite, l'autre fonctionnalité, c'est Flash Time, donc qui permet de faire des rencontres dans un contexte amical autour d'une activité, donc, où l'organisateur est la personne centrale d'un événement. Et les événements, ils sont par classe d'âge, paritaire, et des événements sont suggérés automatiquement. On peut rechercher par catégorie d'événements, donc pique-nique, randonnée, culture, divertissement. Et on peut mettre en avant bien sûr nos événements favoris et on peut proposer aussi des flash time à d'autres. Donc ça s'inscrit dans une démarche d'ouverture, de faire des rencontres dans un contexte amical, de sortir de sa zone de confort. Et il y a des choix stratégiques qui sont faits par rapport aux plateformes classiques. Bien sûr, c'est d'empêcher le chat, qu'il n'y ait pas de galerie photo, pas de biographie, on n'a pas d'indication de la profession, de l'école, ou de recherche par critères, c'est vraiment, c'est pas comme ça. Et je vais vous présenter un scénario d'usage qui va illustrer cette utilisation. Donc Bastien, qui est un écorché, donc qui a 28 ans, il a utilisé auparavant les plateformes de rencontres, mais ça ne lui a pas convenu, puisqu'il y avait le zapping relationnel, etc. Et donc un beau jour, il va entendre parler de LiveShake à la radio. Il va télécharger l'application. L'application va se présenter, donc il va y avoir une présentation personnalisée finalement selon ses aspirations. Et par exemple, lui qui cherchait une relation durable, il va lire les explications expliquant la démarche de LiveShake et comment ça se différencie par rapport aux plateformes traditionnelles. Et donc il va ensuite s'inscrire. Il va partir sur un parcours initiatique où il va faire des défis très simples, donc demander l'heure à quelqu'un, parler à un collègue ou un camarade de classe qui ne connaît pas bien, ou demander à un commerçant comment vont les affaires. Et ensuite, il va débloquer les défis rencontres et flash time. Sur défi rencontre, il va par exemple engager la discussion avec une personne âgée et lui demander quand est-ce qu'elle a emménagé dans le quartier. Demander à une dame dans les transports quel parc existe le long de la ligne, ou demander à une autre cliente dans une boulangerie quelle pâtisserie elle aurait pris. Et en fait, cette démarche d'aller vers l'autre, vers l'inconnu, dans l'espace public, ça fait que finalement il va s'ouvrir et voilà, un jour il va voir une femme perdue dans la rue, il va moins hésiter à aller lui apporter son aide. Et c'est quelque chose que j'ai vérifié dans mes essais utilisateurs. Et donc ensuite, dans un second temps, il va peut-être s'intéresser à Flash Time qui nécessite un effort plus important de rencontre en fait. Et c'est quelque chose qui sera plus occasionnel. Donc il va renseigner les classes d'âge avec lesquelles il est à l'aise, une anecdote valorisante ou amusante le concernant, une photo. Et donc il va être intéressé par un apéro culture avec Laura. Et voilà, il va voir qu'il y a des places. Il va participer. Et à ce moment-là, en fait, il va pouvoir voir les anecdotes des participants qui resteront anonymes, à part pour l'organisatrice. Mais donc, il va pouvoir voir qu'il y a
une participante qui a gagné une élection de Miss Camping, une participante qui a été licenciée 3 fois, un participant qui est addict au ménage. Et donc en fait, c'est des anecdotes qui permettront de icebreaker au moment de la rencontre. Et après cet événement, Bastien il quitte et il obtient en fait dans l'application, les personnes qui étaient présentes à l'événement vont rentrer dans sa liste de contacts. Donc il obtient leur nom et juste un visage. Ce qui fait que plus tard, quand il va vouloir participer à un autre événement, par exemple ici, il peut voir que Clémence et Karim, qu'il a déjà croisés au précédent, participent. Voilà, ce sera 2 participants sur 13 qui saura qui participent, puisqu'il a déjà rencontré. Mais il aura aussi la possibilité de éventuellement pinguer des personnes qui étaient dans sa liste de contacts. Par exemple Mélanie, qui a reçu une notification et qui peut éventuellement rejoindre l'événement. Mais en tout cas, voilà, l'interaction, elle restera dans le monde réel s'ils se recroisent. Et parce que le contexte, il est amical et ils pourront définir sereinement leurs liens d'amitié ou autre. Donc, en conclusion, on a donc ce système où de l'installation, on va avoir une présentation du service, un parcours initiatique, et puis ces 2 fonctionnalités complémentaires et principales. Défi rencontre, où la rencontre va se faire au quotidien, flash time, qui peut être un usage plus occasionnel et plus développé. Mon positionnement, c'est que je me mets aussi loin que possible de la rationalisation de la rencontre rationalisée et de l'explicitation des intentions. Mais il y a quand même d'autres services qui peuvent avoir des similarités. Par exemple, Mythique en tout cas a lancé les soirées mythiques, mais voilà, on sait que c'est des célibataires qui sont là pour ça, donc il y a forcément une explicitation des intentions. Mais il y a aussi On va sortir, OVS, qui propose aussi des activités avec des places à prendre, etc., mais qui a aussi en fait des profils avec l'âge, avec le statut marital, célibataire, etc., des passions. Donc on peut finalement choisir aussi les événements en fonction des participants. Meetup, qui est peut-être qui est assez proche de Flashtime, mais qui est peut-être davantage porté sur l'activité et qui n'a pas la fonctionnalité de icebreaker. Et voilà, donc LiveCheck a ces 2 fonctionnalités complémentaires qui peuvent s'inscrire dans un usage cohérent. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Voici quelques mots-clés qui, je pense, vont dans l'esprit de cette proposition. N'hésitez pas à tester l'application. Je peux vous prêter mon téléphone pour ça. Ou sinon, vous pouvez flasher le code. Si vous avez des questions, bien sûr. Et, merci. Et bien sûr, je ne sais pas si vous voulez... Merci. J'ai... On va le faire sur la télé. D'accord, très bien. Merci beaucoup. D'abord, vraiment pour votre exposé de très grande clarté, fluidité et c'est belle logique, l'enchaînement des idées. Je me tourne vers mes camarades du jury. Quelqu'un a déjà posé une question Moi j'en avais eu. En fait, quelles sont les principales difficultés que vous avez eues pour rencontrer la population? Parce que c'est quand même un sujet assez sensible, si on veut dire. Voilà.
J'ai plutôt senti un enthousiasme finalement par rapport à ce sujet. Je pense que les gens qui l'ont utilisé, ils sont assez contents d'en parler. Et parce qu'il y a peut-être beaucoup de clichés et que finalement, eux, ils sont allés, ils se sont sentis pionniers dans cette utilisation et ils ont pu vérifier ou l'inverse des choses. Donc après, peut-être ma difficulté, c'est que c'était peut-être plus dur d'obtenir des interviews de personnes d'un âge plus avancé. Donc des gens de mon âge, c'était très facile. J'ai eu moins d'interviews, voilà, des gens autour de 40 ans. J'en ai eu, mais donc voilà, c'est ce que je dirais. J'avais une question aussi sur la manière dont vous avez traité le biais potentiel dans des interviews. Parce qu'il se trouve que j'ai beaucoup travaillé avec l'éthique. Ah oui. Dont j'apprécie pas spécialement le produit, hein, mais voilà, j'ai beaucoup travaillé avec eux, je connais bien leur business model. Ils affichent des choses, des publicités, etc., avec effectivement des trentenaires parisiens, sauf que la réalité des utilisateurs derrière, ce sont des personnes de 50 ans et plus, qui sont extrêmement seules, en milieu rural, et qui, malgré tout, ont envie d'une rencontre sexuelle aussi, parce qu'ils en ont besoin et qu'ils sont seuls. Donc voilà, comment vous avez traité ce biais, parce qu'il y a toujours le déclaratif, ce que socialement il est acceptable de dire, et ce que je souhaite réellement, puisque finalement votre solution, que je trouve canon, elle est vraiment sur l'amical versus la problématique initiale qui était sur la rencontre sexuelle et ou amoureuse. Oui, alors c'est vrai que ce service du coup s'adresse pas tellement à la rencontre sexuelle et par rapport à ça en fait c'est que j'ai senti, en tout cas dans mes recherches et mes interviews, que quand ils cherchaient une relation sexuelle en général les gens le trouvaient, mais c'était plus facile et que finalement c'était les personnes en quête de liens durables qui étaient les plus déçues. Donc, c'est pour ces personnes-là. Oui, ouais, c'est pour ces personnes-là. Moi j'ai une question qui est un petit peu liée. Si je reviens un peu à la réflexion que tu avais menée au départ, tu disais que du coup c'était plutôt l'homme hétérosexuel qui faisait assez peu de rencontres, notamment comparé aux femmes, et qui du coup lui se retrouvait dans cette position d'être un peu écorché. Et du coup effectivement on sent bien dans l'application, même dans Persona, est un peu partie de l'homme qui se retrouve justement dans cette situation et tu lui offres des solutions très intéressantes justement pour rencontrer et un peu passer outre cette barrière un peu aujourd'hui des applications qui se basent sur des consultations, etc. Et du coup, d'un point de vue féminin, à la limite, la femme, elle, quelle est sa promesse à elle, parce que ça ne marche effectivement que s'il y a aussi des femmes qui sont basées dans cette vision hétérocentrée. Mais quelle est à la limite la promesse pour la femme d'aller sur cette application-là pour justement à la fin que ça fonctionne et que l'homme à la fin puisse faire des rencontres, parce que on se rend compte, je trouve, en tout cas après c'est possible d'interpréter, mais sur les challenges et les défis, je ne sais pas s'il n'y a pas quand même cette notion de sexualisation à la fin, parce que c'est peut-être l'idée justement de faire des rencontres plus facilement, un peu un coaching finalement, pour arriver à la fin, et comme tu disais, aborder une femme aussi. Ouais, là c'est plus une question. En tout cas, c'est la position plus de la femme, la promesse qui est faite à la femme derrière. Alors en regardant par exemple un Meetup où on va sortir, sur les utilisateurs, j'avais l'impression que c'était vraiment très mixte, donc hommes comme femmes. Donc c'est vrai que pour moi, cette proposition conviendrait à tous. C'est vrai que le scénario que je propose avec Bastien, c'est un ancien utilisateur des plateformes, mais finalement, comme vraiment ça serait un service qui serait axé sur l'amitié, qui va se présenter vraiment de cette façon, ça va plaire à des gens qui cherchent juste, qui arrivent dans une ville, qui veulent faire des rencontres, ou peut-être à quelqu'un qui est divorcé et qui veut juste se faire des nouveaux amis. Donc je pense que c'est vraiment, comme c'est basé sur cette approche d'amitié, ça peut convenir à tous. Et on sent effectivement que vous avez cherché plusieurs
vous avez ouvert plusieurs pistes au moment du questionnement et de l'exploration de votre problème, avec probablement un persona effectivement prioritaire autour de l'insatisfaction d'hommes hétérosexuels qui a envie de sexe, mais aussi et de faire des rencontres là. Mais on a quand même le sentiment que vous avez essayé de traiter plusieurs personnages, ce qui pose à la fois une question de méthode et en même temps on voit que le résultat potentiellement peut couvrir vraiment plusieurs sociologies. Alors il y a peut-être une question sur les cibles en territoire non urbain et moins dense. Ça c'est peut-être un premier élément de creuser en fait votre travail. Moi, je voulais revenir sur la démarche de questionnement et d'exploration climatique. Vous avez commencé avec une question d'ordre sociologique. Existe-t-il une culture spécifique, une culture propre qui s'est développée et puis vous êtes allé très rapidement vers comment traiter l'insatisfaction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le passage de l'un à l'autre. Ouais. C'est des rencontres, c'est les interviews utilisateurs, voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'insatisfaction, il y a aussi la malveillance. Et quand j'ai demandé à mes utilisateurs, est-ce que vous pensez que les plateformes encouragent des comportements malveillants, ils étaient 40 à 45% à dire que oui, et peut-être davantage en fait les femmes, parce qu'elles pouvaient avoir des messages vraiment désagréables, parfois jusqu'à l'insulte, parfois juste des photos sexuelles qu'elles n'avaient pas demandé. Donc ça a aussi ce côté abrasif et agressif pour les femmes, pour répondre avant. Je ne sais pas si ça répond du coup à votre dernière question. Je vous interrogeais sur la méthode initiale de construction de votre questionnement. Je vous interrogeais sur le moment initial de construction de votre questionnement et comment vous êtes passé d'un intérêt pour une question plus sociologique à la question du traitement de l'insatisfaction et de la malveillance, comme vous l'avez dit. C'était vraiment en fait les laissés pour compte de la rencontre. Parce qu'il y avait des utilisateurs dans toute cette culture qui s'y retrouvaient, qui étaient très contents de multiplier les rencontres sexuelles. Et il y en a, bien sûr. Il y en a qui étaient très contents d'avoir trouvé leur copain, leur copine. Mais c'est aussi, voilà, pour moi, c'était les mauvaises expériences qui m'intéressaient. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des utilisateurs qui finalement étaient non seulement addicts, mais qui se faisaient rejeter, qui faisaient beaucoup l'expérience du rejet. Et donc finalement, c'était très marquant parce que quand j'entendais par exemple Georges, j'avais l'impression que c'était vraiment le truc pour rencontrer des gens. Et bien sûr, il m'a dit qu'il préférait rencontrer dans un bar et tout ça, mais pourtant, malgré ça, il pouvait y passer des heures sur les plateformes. Et voilà. Non, ce que je trouve assez chouette dans votre démarche, en termes de méthode et en termes de résultats, c'est que vous essayez de croiser des considérations qui sont, je veux dire, morales et d'intérêt public, tout en arrivant à mobiliser une pulsion très égoïste, très satisfaction d'intérêt personnel, un truc un peu nudge, quoi, comme ça. C'est assez fort parce qu'il y a un début dans l'exposition, quand vous commencez à exposer votre projet, on se dit ça va répondre à quel besoin égoïste, spontané, etc. Vous tenez votre attention en se disant et puis paf, on tombe du bon côté et vous arrivez à faire rencontrer ces deux préoccupations, ça c'est intéressant. Je l'ai préparé, donc c'est difficile. C'est le problème d'être jugé. Et alors, juste 2-3 éléments, vous avez travaillé combien de temps sur ce projet ? C'est janvier environ. Depuis janvier ? Et donc seul, avec le soutien de...
Oui, alors seul. Après, il y a des suivis toutes les 2 semaines. Il y a aussi, bien sûr, des utilisateurs qui m'ont suivi, donc vraiment régulièrement le long du projet, puisque je leur présentais les avancées et je leur demandais leur opinion. Il y avait l'enquête quantitative. Et d'un point de vue méthodologique, j'apprécie beaucoup la méthode, elle est claire, je vois bien le cheminement, il est très centré sur l'humain. Mais est-ce qu'au moment de l'exploration, vous avez aussi exploré justement, rencontré peut-être des gens de chez Mythique, Meetup, etc., pour comprendre aussi leur positionnement, je reviens au business model, mais derrière ça reste la réalité aussi en tout. Pour comprendre pourquoi eux ne se dirigeaient pas aussi par exemple vers des solutions comme ça. Il y a des soirées multiples effectivement qui se positionnent à nichons. Ça fait partie de votre exploration? Alors c'est vrai que c'est peut-être un point sur lequel j'aurais pu insister. J'ai contacté quelques personnes et j'ai pas réussi à avoir des retours. Donc c'était sur LinkedIn, voilà le petit message, mais ça c'est jamais revenu. Mais après, sur l'aspect théorique, finalement, le mémoire, je pense, avait couvert assez bien ça. Et bien sûr, en fait, même dans les sociologues, eux, en fait, tout ce qu'ils emmagasinaient, c'était vraiment auprès des utilisateurs. Donc pour moi, c'était là que l'information était, que l'intelligence était. Et c'est pour ça qu'il a fallu vraiment synthétiser beaucoup toutes ces données comme ça. Après, j'ai fait aussi un benchmark, je passe dessus là, mais des plateformes. Donc j'ai essayé de naviguer et de voir du côté de la malveillance ou des dispositifs d'aide s'ils avaient réfléchi à quelque chose. Mais voilà, les utilisateurs ils m'ont fait remonter ça. D'ailleurs, sur ce schéma, en fait, les couleurs ici elles correspondent à un sexe et une orientation sexuelle. Donc il y a certaines populations qui ont vraiment contribué davantage, comme les hommes homosexuels ou les femmes hétéros, qui étaient vraiment les principaux contributeurs de choses négatives. Et finalement, oui, voilà, ils ont fait soulever des choses différentes. C'est pas de questions pour Ouais. Ça va dans les temps. Merci. Vous avez déjà eu le temps.